Pour introduire cette vidéo, j'aimerais vous reparler de ce qui constitue l'un des plus grands défis de notre siècle, les objectifs du développement durable. 17 objectifs pour sauver le monde, pour citer l'ONU. L'une des grandes innovations des ODD a été de mettre tous les acteurs concernés par la crise sociale et environnementale actuelle autour d'une même table afin de réfléchir pour déterminer ensemble les solutions possibles. Dès lors, les entreprises ont été considérées comme moteurs dans l'atteinte des objectifs du développement durable, au premier rang desquels l'éradication de la pauvreté. Elles ont un rôle à jouer vis-à-vis de la société et en ce sens se doivent de prendre en considération une pluralité d'acteurs autres que leurs actionnaires. Les questions autour du rôle de la firme dans la société remontent au XIXe siècle et au courant paternaliste des grands industriels de l'époque. Jusque dans les années 1970, un certain consensus existe dans les milieux d'affaires et les milieux académiques. Intellectuels, Abrams et grands dirigeants, Henry Ford, Owen Young, alors dirigeant chez General Electric, s'accordent sur le fait que les actionnaires ne sont plus la seule partie prenante essentielle à l'entreprise. Or, cette idée sera durablement remise en cause par Milton Friedman, qui affirmera en 1970 dans le New York Times que la responsabilité sociale d'une entreprise est d'accroître ses profits. Je cite Milton Friedman. Il obtiendra le prix Nobel d'économie en 1976. Dès 1984, une première réponse à la vision de Milton Friedman est avancée par Edward Freeman, un presque homonyme, avec la théorie des parties prenantes. Si pour Milton, le seul groupe qui peut avoir une exigence morale vis-à-vis de l'entreprise est celui de ses actionnaires, pour Edward, au contraire, de nombreux groupes peuvent prétendre à cette exigence pour la simple et bonne raison que les décisions et activités de l'entreprise peuvent avoir un impact sur cette pluralité d'acteurs de manière positive ou négative. Ces acteurs, ces personnes, physiques ou morales, ont donc des droits sur l'organisation. L'organisation a une responsabilité et Edward Freeman les appelle les parties prenantes, stakeholders en anglais. Deux grandes visions opposées sur le rôle de l'entreprise vis-à-vis de la société s'affrontent alors. D'un côté, la vision instrumentale de Milton Friedman, pour qui l'entreprise a pour seul intérêt de réaliser ses objectifs chiffrés et qui, pour ce faire, s'attachera à maximiser son profit dans le cadre et le respect de la loi et sans violer les standards sociaux internationaux. De l'autre, la vision éthique de Edward Freeman, pour qui il est nécessaire que l'entreprise réponde aussi à un besoin de justice en identifiant toutes les parties prenantes liées à son activité et en les incluant dans chacune de ses décisions. Toutefois, la théorie de Freeman n'est pas sans présenter un certain nombre de difficultés, car toutes les parties prenantes n'ont pas la même capacité d'influence sur l'entreprise, ni les mêmes requêtes d'ailleurs. Ainsi, selon Freeman, l'objectif est donc de satisfaire un maximum d'acteurs en maximisant les bénéfices et en minimisant les impacts négatifs de l'entreprise sur ces derniers. On voit donc que la théorie des parties prenantes fait partie intégrante de la notion de responsabilité sociale de l'entreprise ou RSE. En effet, d'après le World Business Council for Sustainable Development, le WBCSD, la RSE se rapporte, je cite, au comportement éthique de l'entreprise envers la société et implique, je cite encore, une gestion responsable de ses relations avec les autres acteurs internes et externes au-delà de ses actionnaires et ayant un intérêt légitime dans ses activités. Mais alors en pratique, et très concrètement, comment l'entreprise met-elle en œuvre la théorie des parties prenantes? Dans un premier temps, 5 grandes étapes ont été déterminées dans la littérature, notamment par Buchholz et Carroll, pour un management efficace des parties prenantes. 1. Il s'agira en premier lieu d'identifier tous les groupes de parties prenantes, ce qui signifie en faire une cartographie précise. Deuxième étape, il est nécessaire d'identifier les intérêts de chaque groupe qui pourront être contradictoires entre eux, ce qui nécessitera pour l'entreprise d'exercer un arbitrage. Troisièmement, l'entreprise doit analyser les opportunités et les défis que les parties prenantes représentent pour elle. Quatrièmement, elle va analyser ses propres responsabilités envers ces parties prenantes. Et enfin, dernière étape, l'entreprise pourra mettre en place un plan stratégique lui permettant de tirer parti des opportunités et d'éviter les menaces exercées par certaines parties prenantes, en particulier sur son image et sa réputation. Nous pensons ici par exemple aux relations conflictuelles pouvant exister entre les entreprises et des acteurs tels que les associations ou ONG, organisations non gouvernementales. L'identification des parties prenantes, qui intervient en toute première étape, nécessite une classification au préalable et les méthodes pour y parvenir sont très nombreuses. À titre d'exemple, les professeurs Jackie Gallins et Sébastien Point ont mis en évidence 3 grandes catégories de parties prenantes, à savoir 1. Les parties prenantes organisationnelles qui font corps avec l'organisation, ce sont les actionnaires, les dirigeants, les employés et les représentants syndicaux.
Deux, les parties prenantes économiques qui rendent possible l'activité économique précisément de l'entreprise. Ce sont les clients, les sous-traitants, les fournisseurs ou les banquiers. Et enfin, les parties prenantes sociétales, comme l'État, les collectivités territoriales, les agences spécialisées ou les organisations non gouvernementales. Une fois ces parties prenantes identifiées et classifiées, il s'agira d'entamer un dialogue avec celles-ci, selon une approche qui peut être défensive ou offensive. La première relève de la gestion des risques, car l'entreprise voit avant tout dans le dialogue avec ses parties prenantes une façon de se prémunir du risque sur sa réputation ou du risque de ne pas pouvoir mener à bien ses projets, par exemple via la prise en compte des riverains lors d'un projet d'installation de site industriel. A l'inverse, dans une approche offensive, l'entreprise va se nourrir de l'apport de ses parties prenantes pour donner de la valeur à son engagement RSE dans le cadre de sa responsabilité sociétale. Par exemple, SFR a créé un programme de mécénat qui permet à ses salariés de devenir collaborateurs citoyens et de consacrer 6 à 15 jours par an sur leur temps de travail à un engagement personnel au bénéfice d'une association. SFR et ses collaborateurs ont ainsi choisi de se mobiliser pour l'égalité des chances en s'engageant dans les domaines de l'inclusion numérique, l'accès à l'emploi des jeunes en difficulté et la construction d'une société inclusive. Quoi qu'il en soit, au-delà de la simple information, le niveau de dialogue de l'entreprise avec ses parties prenantes pourra aller de la simple consultation, via par exemple des sondages ou des ateliers de travail, à la collaboration où des initiatives multipartites sont mises en place. L'élaboration de la matrice de matérialité d'une entreprise peut constituer une bonne occasion de collaboration. La matrice de matérialité, c'est un outil clé dans l'élaboration d'une stratégie RSE, permettant de définir des enjeux prioritaires en fonction de leur importance pour les parties prenantes internes et externes et selon leur impact sur la réussite économique de l'entreprise. Par exemple, cet outil a permis à Danone d'identifier 14 priorités telles que l'éco-conception des produits, l'approvisionnement responsable ou bien encore la sensibilisation des consommateurs. Certaines entreprises vont même plus loin en intégrant les parties prenantes dans leur gouvernance, leur stratégie et même le management des opérations. On parlera ici d'empowerment ou de renforcement de la capacité à agir des parties prenantes. Et c'est le cas par exemple de la Camif, une entreprise à mission qui commercialise par correspondance des articles pour la maison et qui a créé une nouvelle forme de gouvernance appelée la cellule OSE. Il s'agit d'un comité composé de représentants des parties prenantes et de membres externes indépendants dont le rôle est de s'assurer, entre autres, du respect des orientations stratégiques liées à la mission sociale de la Camif, désormais inscrite dans ses statuts. Vous l'aurez compris, il apparaît primordial pour une entreprise de prendre en compte les points de vue et intérêts de ses parties prenantes dans la conduite de ses activités au quotidien. C'est en partie grâce à ces interactions, qui sont souvent complexes à percevoir, à comprendre et à impulser, que les entreprises pourront créer la valeur partagée. Ce fameux concept défendu par Porter dans son article de référence publié dans la Harvard Business Review en 2011 et qui accorde la même importance au rendement financier qu'à l'impact social ou environnemental de l'activité d'une entreprise. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt de cette démarche.